Il y a bien sûr le médecin qui participe à l'automédication. Comment? Par la prescription de médicaments à la demande du patient, non prescrits par ses soins, pour être remboursés. Ne mentionne pas les conditions de renouvellement de l'ordonnance. Renouvellement et validité de l'ordonnance, qui peut entraîner une automédication de la part du malade. Les prescriptions par téléphone. L'entretien par téléphone entre un médecin et un patient ne doit en aucun cas être considéré comme une consultation, mais plutôt qu'un préalable au complément d'une consultation. L'absence de dialogue de la part du médecin qui n'a pas averti son patient des risques de cette pratique. Devoir du médecin d'assurer son rôle d'éducateur en santé en sensibilisant les patients aux méfaits de l'automédication et de non-respect des prescriptions par excès ou par défaut. La prescription médicamenteuse engage la responsabilité morale, professionnelle et juridique, civile et pénale du médecin prescripteur, raison de plus qu'il s'agit de prescriptions pour dopage ou de produits de tableau B ou même de substances toxicomanogènes. Exemple, la prescription abusive de Parkisol. Ainsi, la responsabilité déontologique et disciplinaire du médecin est engagée. Rapidement, pour ce qui est de la responsabilité pénale, je pense que le docteur Benvieb va en parler. Responsabilité aussi civile. Pour la responsabilité déontologique et disciplinaire, lors de la prise en charge d'un patient du médecin, il ne doit pas divulguer les scopes professionnels, ne doit pas formuler des prescriptions dans les domaines qui ne nous sont pas familiers et qui dépassent ses compétences, ne doit pas divulguer un procès nouveau de traitement insuffisamment prouvé, ne doit pas pratiquer un acte de nature à procurer un avantage matériel injustifié ou illicite. Il doit toujours appliquer les méthodes scientifiques les plus appropriées. Et il doit limiter, si nécessaire, ses prescriptions et ses actes. Donc, tout ça engage la responsabilité déontologique du médecin en matière de prescription médicale. La mauvaise relation entre médecin et patient nuit à la... nous revenons à la liberté de prescription du médecin. Cette liberté n'est pas absolue. Il y a des restrictions à cette prescription. Les restrictions peuvent être pour raisons de sécurité, incompatibilité médicamenteuse. Le développement de médicaments nouveaux, un médicament générique est exigé par la CNAM. Conditions particulières de prescription. Certains médicaments sont réservés à l'usage hospitalier, certaines prescriptions sont réservées aux médecins spécialistes. Il y a aussi les considérations économiques et des protocoles et des conduites à tenir sont aussi des restrictions à la liberté de prescription du médecin. C'est un autre article concernant les restrictions. L'article 13 du Code de déontologie. Tout médecin est habilité à pratiquer tous les actes diagnostiques de prévention et de traitement. Toutefois, un médecin ne doit jamais, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins ni formuler des prescriptions dans des domaines qui ne sont pas familiers ou qui dépassent sa compétence. Donc, il est interdit de délivrer des médicaments non autorisés, qui n'ont pas la même. L'article 33 du Code de déontologie. Dans toutes les mesures, la mesure compatible avec la qualité de l'efficacité des soins et son négligence son devoir d'assistance morale envers le malade, le médecin doit limiter au nécessaire ses prescriptions et ses actes. Donc, le médecin n'est pas libre de prescrire, il y a des restrictions. Avant de prescrire, le médecin est tenu d'élaborer un diagnostic avec la plus grande attention. C'est l'article 32 du Code de déontologie. L'absence de dialogue de la part du médecin, tout particulièrement en négligeant l'existence d'éventuelles consultations auprès d'autres praticiens pour connaître les autres prescriptions. Les articles qui concernent cette relation, l'article 38 concernant la continuité de soins,
l'éventuelle consultation auprès d'autres praticiens, les articles 51 jusqu'au l'article 55, et enfin le devoir d'information du malade, l'article 36 sur le pronostic grave et les articles 103 jusqu'à l'article 109 lors de l'expérimentation thérapeutique et l'expérimentation non thérapeutique. L'article 38 du Code de déontologie médicale, le médecin peut se dégager de sa mission à condition d'assurer essentiellement la continuité de soins. Le patient peut à tout moment rompre cette relation sans préavis ni explication. Au contraire, le dégagement du médecin nécessite une triple condition préalable. Il n'a pas à les justifier. Il ne doit pas ou plus y avoir d'urgence. Il doit informer sans délai le patient de son refus et il doit prendre toutes les dispositions pour assurer la continuité des soins. Donc, le désengagement du médecin obéit à des conditions, alors que du malade, il peut se désengager sans raison. L'article 37. Hors le cas d'usage d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le médecin a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. Donc ce refus est conditionné. Voilà l'article 38. Certains articles concernent l'intervention d'un médecin auprès d'un patient habituellement suivi par un autre médecin, c'est-à-dire un malade pris en charge par plusieurs médecins. Et ce sont les articles 51, 52, 53, 54 et 55 qui concernent cette intervention d'autres médecins auprès du malade. L'obligation d'informer le patient des différents traitements et actes d'investigation. C'est l'article 36 pour le pronostic grave et lors de l'expérimentation. Il y a actuellement un seul texte qui oblige le médecin d'informer le patient, c'est la charte du patient du ministère de la Santé publique, c'est la circulaire numéro 36 du 19 mars 2009 qui précise les droits, les obligations et le consentement du patient. C'est désormais au médecin et non plus au patient qu'il incombe, en cas de litige, d'apporter la preuve qu'il a été bien informé. Ce dernier des risques du traitement ou de l'investigation qu'il propose de cette obligation. La preuve que le médecin doit rapporter porte aussi bien sur l'existence de l'information donnée au patient que son contenu. Ceci en attendant la promulgation de la loi sur la responsabilité médicale. Donc, tout ça, c'est la responsabilité du médecin en matière d'automédication. Le malade aussi est responsable de l'automédication, bien sûr, de son propre initiative. Sur recommandation de toute autre personne, non médecin et non pharmacien, le malade doit être convaincu que l'automédication ne peut se faire que de façon éclairée et rationnelle et pour une gamme limitée de première nécessité. Il doit savoir que le médicament n'est pas un bien de consommation comme un autre. Le pharmacien aussi peut être responsable de l'automédication. Il doit assurer son rôle primordial dans le contrôle et la rationalisation et la consommation médicamenteuse. Il ne s'agit pas seulement de refuser la livraison du médicament sans prescription médicale, mais plutôt de convaincre le demandeur du mal fondé de son comportement. De même, il faut refuser de renouveler un traitement si cela n'est pas mentionné sur l'ordonnance. Les pharmaciens ont confiance en ce qu'ils vendent et leur capacité à conseiller les consommateurs par leur rôle de conseil. Les proches aussi et l'entourage peuvent être responsables de l'automédication. Ils constituent le plus souvent la source d'information et de conseils de l'automédication. Et bien sûr, la présence de la pharmacie familiale. En Tunisie, une enquête en 1983 faite par le service de pharmacologie de la faculté de médecine de Tunis et l'Institut national de nutrition a révélé que 70% des Tunisiens ont eu ou ont recours à l'automédication, 75% en milieu rural et 60% en milieu urbain. L'automédication, il s'agissait surtout des antalgiques, des antipyrétiques,
les antibiotiques, 7,4%, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les médicaments de l'appareil digestif et les antitussifs. Une deuxième enquête réalisée en 2014 par l'Institut national de consommation, près de 61% des Tunisiens achètent des médicaments directement auprès des pharmaciens, sans revenus aux médecins. Près de 80% s'appuient selon lui sur les conseils du pharmacien. L'enquête révèle qu'un consommateur sur 4, 25% d'échantillons, téléphone au médecin pour acquérir les médicaments sur la base des directives sans effectuer une visite médicale. 50% de l'échantillon recourent constamment, sinon parfois, au traitement traditionnel. Les dépenses. 39% de l'échantillon dépensent moins de 20 dinars par mois pour l'acquisition de médicaments. 31% entre 21 et 50 dinars et 14% entre 51 et 100 dinars. Les enquêtes ont été unanimes à dire qu'ils n'acquièrent pas les médicaments fournis par le commerce parallèle. 70% lisent les notices de médicaments afin de prendre connaissance de la méthode d'utilisation. 8 consommateurs sur 10 jettent les médicaments périmés. 50% donnent toujours ou parfois les médicaments à des membres de leur famille, surtout s'ils souffrent des mêmes symptômes mais ne s'adressent pas au médecin. Une autre enquête sur l'automédication faite publiée dans l'odontostomatologie tropicale, faite par les médecins dentistes. 70,8% avaient eu recours à l'automédication pour des raisons bucco-dentaires. Les antalgiques étaient les médicaments les plus utilisés. Et la contrainte du temps était la raison la plus avancée par les enquêtes pour leur automédication. L'âge, le niveau d'études et l'absence d'assurance maladie représentent des facteurs significativement associés à cette pratique. Une autre enquête en 2001. 40% des patients avaient consommé un antibiotique avant la consultation en automédication et en conseil auprès du pharmacien. Donc c'est une prescription inadaptée, plus automédication fréquente, plus taux élevé de résistance. L'automédication par les antibiotiques. En France, l'automédication est reconnue par 87% des consultants en soins primaires. Plus de 500 millions de boîtes sont délivrées en libre achat, ce qui correspond à 16% des médicaments vendus en pharmacie et représente 17% des dépenses pharmaceutiques de ville. Les antalgiques, paracétamol surtout, représentent la moitié des unités de vente sans ordonnance. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les médicaments pris pour la toux, la fièvre, les troubles digestifs, les infections du voie aérienne supérieure, les psychotropes et les maladies, les médicaments pour les maladies cardiovasculaires, les antihypertenseurs et les hypolipidémiens. On peut enfin faire des recommandations au public. Il faut évaluer les symptômes, l'origine du problème, ne pas se fier à l'entourage, ne pas prendre simultanément plusieurs médicaments, difficulté d'évaluer l'efficacité et les effets indésirables. Si pas d'amélioration, consultez un médecin. Si trouble apparaît pour la première fois d'automédication, ils peuvent cacher une affection grave. N'augmentez pas les doses normales afin de chercher plus d'efficacité. Pas de médication lors des douleurs thoraciques, des troubles du rythme, de la paralysie et des règlements au cours de la grossesse. En conclusion, si l'automédication n'est pas déraisonnable lorsqu'elle s'avère utile dans l'attente d'un avis médical pour pallier temporairement un trouble important par une médication de courte durée, par contre, elle risque de devenir dangereuse si elle échappe trop longtemps à une consultation médicale ou si elle est utilisée de façon irréfléchie alors que la maladie responsable du trouble n'est pas encore identifiée. Et je vous remercie. Merci, professeur. Merci, Dr Braham, pour cette excellente présentation. Et sans tarder, je passe la parole à professeur Mohamed Ben Diab, président du Collège national de médecine légale, pour nous parler des aspects médico-légaux de l'automédication.
Je n'arrive pas. Voilà. مش حلوة. مش كيش حلوة. مش هي. مش هي دي. Merci, Mathieu. Donc merci, c'est Mohamed Salah. Donc merci à tout le bureau donc, de conseil régional de l'ordre de médecins du centre de nous avoir impliqués donc, dans ce webinaire qui va traiter de l'automédication. Et je veux parler des aspects médico-légaux. Il y a plusieurs aspects qui ont été développés par mon ami, Dr Mohamed Braham. Donc, et nous allons donc nous contenter des aspects purement médico-légaux. Donc, je vous rappelle que l'automédication, c'est le recours dans une intention de soins à un ou à plusieurs médicaments sans l'aide du médecin. Ce sont des médicaments qui peuvent être en possession du patient, et on parle de médicaments issus de la pharmacie familiale, ou bien des médicaments que le patient se le procure donc à cet effet dans une officine ou auprès d'une autre personne. Donc c'est l'utilisation hors prescription médicale, et c'est important, donc hors prescription médicale, par des personnes pour elles-mêmes ou pour leurs proches et de leur propre initiative, des médicaments avec la possibilité d'assistance et de conseil de la part de pharmaciens. Il y a aussi la médication officinale, c'est-à-dire la proposition ou la prescription d'un médicament par le pharmacien. Et nous allons développer aussi cet aspect. En période donc, de pandémie de Covid, il y a eu donc plusieurs raisons pour l'automédication. D'une part, c'était le confinement et l'accès plus ou moins limité à certains soins, avec interruption provisoire de certaines activités, notamment des consultations à froid, que ce soit dans les secteurs publics ou privés. Mais aussi, il s'agit d'une nouvelle maladie. Et beaucoup de traitements ont été testés, donc ont été testés par des médecins experts, tels que l'hydroxychloroquine, tels que les antiviraux. Et ces médicaments, le test de ces médicaments a été accompagné donc, fortement par les mass médias. Il y a d'autres raisons que nous n'allons pas développer. Donc, quel est le danger de cette automédication en période de Covid? D'abord, il y a le risque d'aggravation potentielle des effets du virus donc, par certains médicaments pris donc, par sa propre initiative. Et ça a été dit au début de la pandémie, tels que les anti-inflammatoires, les corticoïdes. Mais le risque le plus important aussi, c'est la toxicité de certains médicaments proposés, tels que toxicité cardiaque, de l'hydroxychloroquine, etc. Et aussi, ce sont des études scientifiques qui non menées selon des protocoles scientifiques standards, donc les études actuelles en matière de Covid. Donc, lors de cette pandémie de Covid, il y a eu plusieurs mises en garde émanant de l'OMS, mais aussi d'autres instances médicales, sur le danger de l'automédication, mais aussi sur la nécessité de ne pas interrompre des traitements prescrits pour les maladies chroniques, mais prescrits par qui? Par un médecin. Donc, dans ce processus ou cette démarche d'automédication, donc, le patient peut céder d'autres avis émanant de professionnels de la santé, tels que le pharmacien ou son préparateur, tel qu'un infirmier ou toute autre personne. Cette démarche d'automédication donc, implique plusieurs intervenants. Elle implique le médecin, elle implique aussi les pharmaciens, mais aussi l'enjeu est important aussi pour l'industrie pharmaceutique. Quels en sont les aspects médico-légaux? Pour bien comprendre ces aspects médico-légaux, nous devons donc expliquer brièvement le macro-processus de circuit du médicament. Ça passe d'abord par la prescription. La prescription, elle incombe au médecin, mais il y a d'autres professionnels de la santé qui peuvent prescrire, comme le médecin dentiste, le médecin vétérinaire, les sages-femmes, mais il faut se limiter à certaines listes de médicaments. Deuxième
étape, c'est la dispensation, c'est le pharmacien ou son préparateur en pharmacie. La troisième étape, c'est l'administration du médicament qui revient au soignant, à l'infirmier par exemple, au technicien supérieur, le médecin parfois, et le patient lui-même. Bien sûr, le suivi, la réévaluation concerne tout le monde, le patient, le soignant, le médecin et le pharmacien. Et pour aussi mieux comprendre les aspects médico-légaux, je vous rappelle la définition légale du médicament. C'est toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, bien sûr, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques. La prescription revient au médecin, au chirurgien dentiste, mais il se limite à une liste, le vétérinaire, mais aussi la sage-femme qui peut prescrire, mais conformément à une liste bien déterminée. La dispensation, elle incombe aux pharmaciens et préposés, les préparateurs en pharmacie. La relation thérapeutique qui va mener à la prescription, c'est une relation entre un médecin et un patient. La relation thérapeutique, elle existe légalement entre un médecin et un patient, et cette relation, elle est généralement contractuelle, fondée sur un contrat de soins qui est aujourd'hui reconnu par la législation, mais aussi par la jurisprudence en Tunisie. C'est une construction juridique, ce contrat de soins, qui protège les droits de deux parties contractantes, à savoir le médecin, mais aussi ses malades. Ce contrat donne au médecin le droit de prescrire et aussi ce contrat donc, nous renseigne sur le moment où le médecin commet un manquement à ses obligations de déployer des moyens raisonnablement disponibles pour soigner ses malades et être en conformité avec les données actuelles de la science. Donc aussi, la faute peut aussi résulter d'un manquement à l'obligation de sécurité. L'ordonnance médicale est un document juridique. C'est la circulaire du ministre de la Santé 121 de 2000, donc en date du 15 décembre 2000. C'est un document juridique qui traduit la décision du médecin après avoir examiné un malade et qui est aussi une source de droits et des obligations pour le malade à l'échelle de soins, mais aussi à l'échelle juridique, puisqu'avec cette ordonnance, le médecin donc يتولى إسداد العلاج للمريض وبذلك يأذن بمصاريف العلاج. Également, le pharmacien doit revenir au médecin chaque fois où il a un doute autour d'une prescription donnée ou une ordonnance donnée. Dans sa démarche de prescription, avant de formaliser une prescription, le médecin doit réfléchir, le prescripteur il doit réfléchir, il doit passer en revue donc, avec précision une série de critères pour s'assurer que la prescription souhaitée est bien adaptée à ses malades. Il doit se poser ces questions. La prescription est-elle conforme aux recommandations scientifiques, aux recommandations de la sécurité sociale? Est-ce qu'elle est en accord ou non avec la réglementation? Est-ce qu'elle est en accord ou non avec la déontologie, avec l'éthique? Et sa prescription, est-ce qu'elle est défendable sur le plan médico-légal? Donc la responsabilité des prescripteurs, elle est importante dans ce domaine et elle concerne à la fois le choix final du médicament, mais aussi toutes les conséquences y afférentes. Le rôle du pharmacien, il est bien fixé dans cette démarche de prescription, dans cette démarche de soins. Elle est définie par le Code de déontologie pharmaceutique. Dans l'article 12, l'exercice personnel de la pharmacie consiste pour le pharmacien à préparer et à délivrer lui-même des médicaments ou à surveiller attentivement l'exécution de tous les actes pharmaceutiques qu'il n'a pas accomplis lui-même. Également, la loi 73-55 du 3 août 1973 qui organise les professions pharmaceutiques stipule ou définit comme activité pharmaceutique dans son article 1er. Il y a plusieurs attributions, mais essentiellement la préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine et vétérinaire, des articles et objets et de pansements présentés conformes à la pharmacopée, ainsi que la préparation de produits réactifs destinés au diagnostic médical. Le pharmacien d'officine, donc, il peut être consulté à tout moment et sans rendez-vous. Il peut être confronté à plusieurs demandes et doit toujours répondre soit par lui-même,
soit en renvoyant vers un autre praticien, le plus souvent un médecin. L'exercice de la profession de pharmacien ne se conçoit pas sans la pratique de conseils de nature pharmaceutique. Pour le préparateur en pharmacie, c'est un collaborateur du pharmacien, il travaille sous sa responsabilité et il doit lui apporter une aide efficace. Il engage à la fois sa responsabilité et celle du pharmacien qui l'emploie, donc, puisqu'il assume ses tâches sous la responsabilité de ce dernier. Pour les médicaments, ça a été développé par M. Dr Mohamed Braham, donc ça présente plusieurs risques. Des milliers d'hospitalisations et de décès dans le monde par effet secondaire. Suite à des complications, il peut s'agir d'erreurs d'indication ou de durée de traitement, il peut s'agir de contre-indications, d'interactions médicamenteuses, de surdosage, de retard diagnostique par atténuation momentanée des symptômes, d'interférence avec la santé du malade ou son suivi médical, ou bien d'abus ou d'adduction. Toutes ces complications soulèvent la question de danger de l'automédication et de risque médico-légal dû à l'automédication. Ce risque médico-légal dépend du type d'erreur. Il y a 4 types d'erreurs en matière de soins et de prescription. L'erreur peut être scientifique, c'est au niveau de la prescription, mais aussi au niveau de la surveillance du traitement, c'est le choix du traitement, la non-prescription d'un médicament important, l'interaction ou la mauvaise adaptation au traitement, et elle revient au médecin, cette erreur scientifique. Pour l'erreur technique, c'est au niveau de l'exécution de la prescription, à savoir la préparation, la distribution, la dispensation, et elle revient au pharmacien et à ses préparateurs. L'erreur d'administration de médicaments, il peut s'agir d'omission, d'administration non autorisée, d'erreur de posologie, d'erreur de la voie d'administration, d'erreur de la fréquence de prise de médicaments, d'erreur de forme galénique, d'erreur d'horaire de prise, d'erreur de préparation, d'erreur technique d'administration, etc. Elle revient généralement aux soignants, notamment à l'infirmier qui administre le médicament. Et dernière erreur, c'est l'erreur d'utilisation de la part du patient ou le mésusage du patient, telle que l'erreur d'observation. Donc, quelle est la place de ce médicament de l'automédication? Il faut savoir qu'en Tunisie, les médicaments de l'automédication n'ont pas de statut réglementaire. Il n'y a pas de liste des médicaments accessibles en automédication. Et s'il y a une liste, elle ne peut être définie sans la communauté médicale. Donc, chaque fois qu'il y a une complication, il y a un incident dû à l'automédication, ça va soulever la responsabilité de celui qui l'a prescrit, du prescripteur. Donc, si ce prescripteur est le patient lui-même, donc l'intéressé et les prescripteurs entre guillemets, donc c'est la situation la plus fréquente, c'est par insouciance, par négligence, par ignorance, par choix, ignorance au niveau du choix du médicament, sur la posologie, sur la durée du traitement, ou bien par sentiment d'indépendance vis-à-vis de médecins ou de thérapeutes d'une façon générale, pour raison d'économie en consultation ou de médicaments, donc il va prendre de lui-même un médicament, et s'il y a une complication, à qui revient la faute? Bien sûr, c'est sa propre faute, c'est sa responsabilité entière, mais aussi, et ça soulève aussi l'éducation thérapeutique donc, qui est défaillante, et cette éducation, elle revient à plusieurs soignants, y compris le médecin. Deuxième situation, en matière d'automédication, le médecin, mais non prescripteur, parce qu'il n'a pas prescrit. Il n'engage pas sa responsabilité puisqu'il n'a rien prescrit, mais il est socialement responsable, ce médecin. Le recours à l'automédication des patients, parce que les médecins n'ont pas très bien averti leurs patients des risques de ces prises donc, inopinées de médicaments. Le médecin, donc, il a un devoir de mettre en garde ses patients contre l'automédication et contre l'autoprescription. D'ailleurs, le terme docteur en médecine ou docère, c'est lui qui enseigne, donc c'est lui qui a une obligation d'enseigner, donc c'est l'obligation pédagogique d'information à l'égard de ses patients et du public. Maintenant, pour le pharmacien, quand il est prescripteur, là il y a 2 situations. La première situation, c'est la médication officinale, c'est-à-dire il s'agit d'un médicament prescrit par le pharmacien. Il est conseillé, fourni par le pharmacien, donc c'est lui qui engage sa responsabilité pour cette prescription. Il faut savoir que sur le plan juridique, cette médication officinale, en Tunisie, elle est interdite. En aucun cas, le pharmacien n'est autorisé à prescrire. Il ne doit pas examiner un pharmacien,
il ne doit pas palper, il ne doit pas percuter un malade, il ne doit pas manipuler le corps d'un malade, bien qu'il existe un espace de confidentialité dans son officine. Il n'a pas le droit de le faire. Sa propre médecine ne peut être basée que sur l'anamnèse, l'interrogatoire. Donc, chaque fois, il y a un problème de médication officinale, il engage sa responsabilité pénale, sa responsabilité civile et sa responsabilité disciplinaire. Les fondements juridiques sont à la fois la loi 73-55 qui organise les professions pharmaceutiques. C'est cette loi des professions pharmaceutiques qui stipule dans son article 18 que l'exercice de la médecine humaine et vétérinaire est formellement interdit aux pharmaciens et à leurs employés. Ils ne pourront en aucun cas donner une consultation à leur clientèle, prendre part habituellement ou par une direction suivie au traitement des malades ou des affections médicales ou chirurgicales, ainsi qu'à la pratique de l'art dentaire ou des accouchements. Le Code de déontologie pharmaceutique confirme aussi cette interdiction. Donc, dans son article 37, les pharmaciens doivent s'abstenir de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la maladie ou traitement de laquelle ils sont appelés à collaborer. Notamment, ils doivent éviter de commenter médicalement auprès des malades ou de leurs préposés les conclusions des analyses qui leur sont demandées. Également, la loi 69-54 du 26 juillet 1969, réglementant les substances vénéneuses, stipule dans son article 12 que les pharmaciens ne peuvent délivrer au public les substances des tableaux A, B et C pour l'usage de la médecine humaine ou vétérinaire que sur la prescription d'un médecin ou d'un vétérinaire. Donc, ce sont des textes qui confirment l'interdiction juridique donc, de la médication officinale. En cas d'infraction donc, à la loi 73-55 qui réglemente les professions pharmaceutiques, il s'agit d'un délit. Et ce délit, il est puni par l'article 75 qui stipule donc toute infraction à la loi 73-55 est punie d'une amende de 10 à 300 dinars et d'un emprisonnement de 6 jours à 6 mois ou de l'une de ces deux peines. En cas de récidive, les peines seront portées au double. Il s'agit aussi donc d'une infraction à l'exercice légal de la médecine ou de la médecine dentaire. En effet, toute personne non médecin qui procède habituellement et de quelque façon que ce soit à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement des maladies réelles ou supposées par acte personnel, consultation verbale ou écrite ou par tout autre procédé. Donc, c'est un exercice illégal de la médecine. La sanction par la loi 91-21 est de 6 à 12 mois d'emprisonnement et ou d'une amende de 2 à 5 000 dinars. Et en cas de récidive, l'emprisonnement est de 12 à 18 mois d'emprisonnement et 5 à 15 000 dinars d'amende. Il s'agit aussi d'une infraction au code pénal. En cas de complications, en cas de blessure, en cas de décès, en cas de dommage, donc c'est involontaire bien sûr, mais c'est une infraction au code pénal par inobservation du règlement, par non-respect de l'obligation de la sécurité imposée par les lois que nous venons de développer ou le règlement. Et les peines dépendent donc de la gravité. S'il s'agit d'un homicide, c'est 2 ans et 720 dinars d'amende. Et s'il s'agit de dommages involontaires, c'est 1 an et 420 dinars d'amende. Pour la substitution faite par le pharmacien, elle est autorisée par la loi, cette substitution, depuis 2008, dans l'article 26 bis de la loi 2008-32 du 13 mai 2008, modifiant la loi numéro 73-55, organisant les professions pharmaceutiques, mais dans des conditions bien déterminées. D'abord, dans le cadre de la maîtrise des dépenses de la santé. Le pharmacien est autorisé à procéder à la substitution d'une spécialité pharmaceutique prescrite par une autre spécialité, mais qui a la même forme pharmaceutique et la même composition qualitative et quantitative, en principe actif. Toutefois, le pharmacien ne peut procéder à cette substitution lorsque le médecin prescripteur inscrit sur l'ordonnance médicale de manière manuscrite la mention non substituable. Dans ce contexte de confinement et de pandémie de Covid, il y a eu donc une promulgation récente, donc le 28 avril, d'un décret-loi émanant du chef de gouvernement, donc numéro 2020-15, du 28 avril 2020, qui fixe les mesures exceptionnelles
pour la dispensation et le renouvellement de la délivrance des médicaments pendant la période de mise en confinement total. Donc c'est un décret qui s'applique dans la période de confinement total. Nous sommes aujourd'hui dans la période de confinement ciblé. Et dans son article 1er, ce décret stipule qu'il s'agit de mesures exceptionnelles. Ce ne sont pas des mesures classiques, des mesures exceptionnelles pour la dispensation et le renouvellement de la délivrance des médicaments pendant la période de mise en confinement total. Et toujours dans cet article 1er, donc, les conditions et les modalités d'application de ce décret-loi seront fixées par arrêté du ministre de la Santé, et cet arrêté n'a pas encore vu le jour. Donc c'est un décret qui n'est pas applicable. Qu'est-ce qu'il stipule, ce décret? Donc, il stipule qu'à titre exceptionnel, les pharmaciens peuvent dispenser au public les substances des tableaux A, B et C, hormis les psychotropes soumis au contrôle du ministère de la Santé, sur une prescription médicale électronique, donc sur une ordonnance électronique en garantissant la fiabilité du document, les données personnelles, etc. Mais aussi que les pharmaciens peuvent renouveler la délivrance des médicaments relatifs aux maladies chroniques comprenant les substances indiquées au tableau A et C seulement. Donc, renouveler la délivrance, cela suppose que le même pharmacien a vu l'ordonnance de médecin, la première ordonnance de médecin, et a une idée sur la maladie chronique pour laquelle le malade est venu chercher un renouvellement à son traitement. Donc, voilà les deux conditions nécessaires pour éventuelle application de cette loi, de ce décret-loi. Il faut qu'il y ait l'arrêté du ministre de la Santé qui doit expliquer les modalités d'application, mais aussi, si on va l'appliquer, pour renouveler, cela suppose que le pharmacien lui-même a vu la première ordonnance, il est au courant de la maladie chronique, etc. Sur le plan disciplinaire, l'automédication, elle engage la responsabilité disciplinaire du pharmacien vis-à-vis de l'ordre des pharmaciens par manquement aux règles de la déontologie et aux obligations professionnelles. Nous avons vu que le code de déontologie pharmaceutique le contre-indique. Il n'y a pas, je ne suis pas au courant de décision de notre Conseil national donc de pharmacie tunisien, de pharmaciens donc tunisiens, mais il y a eu des décisions en France, par exemple en 2007, un pharmacien a été interdit d'exercer donc pendant 15 jours pour avoir délivré sans ordonnance établi par un vétérinaire, des vaccins anti-rabiques. D'autres décisions aussi ont été prises par le Conseil de discipline de l'Ordre des pharmaciens de France, l'une le 19 janvier 2009, qui a interdit à un pharmacien d'exercer à titre définitif la pharmacie pour vente sans ordonnance des médicaments relevant de substances vénéneuses, mais aussi pour délivrance sans ordonnance des médicaments soumis à prescription. C'était une condamnation suite déjà à une condamnation pénale. Deuxième décision du Conseil de discipline, c'était en 2014, c'était un blâme avec inscription au dossier pour vente sans ordonnance des médicaments relevant de la liste 1 de substances vénéneuses donc en France, Champix, Cialis, etc. Donc des médicaments issus de la liste 1. En matière de responsabilité civile, s'il y a un dommage qui résulte de cette prescription par un pharmacien de l'automédication, donc il peut être amené à indemniser la victime de dommages liés à cette prescription. Bien sûr, il ne s'agit pas de la responsabilité contractuelle qui lie le médecin à ses malades. Ici, c'est tout un autre contexte. Ce n'est pas la responsabilité contractuelle, elle est non contractuelle. Elle peut être délictuelle et elle se base sur l'article 82 du Code des obligations de contrat lorsque le dommage est dû à un fait volontaire. Mais généralement, il s'agit de faits involontaires causés sans intention et on applique l'article 83. C'est la responsabilité quasi délictuelle. Mais aussi, il peut s'agir de dommages causés par la faute du représentant du pharmacien, du préparateur en pharmacie, et on applique l'article 245 du Code des obligations de contrat, ou bien de dommages causés par les choses qu'il a sous sa garde, les médicaments qu'il a délivrés, et on applique l'article 96 du Code des obligations de contrat, tout pour indemniser. Donc voilà pour la médication officinale. Deuxième situation pour le pharmacien, c'est l'automédication demandée par le patient. C'est l'automédication, comme a été dit par le Dr Mohamed Brahim, éclairée. Donc là, le pharmacien doit procéder à une anamnèse, à une évaluation. Il a un devoir de conseil. Il doit donner des conseils fiables et objectifs et recommander le plus souvent donc, de consulter un médecin lorsque l'automédication lui paraît inappropriée. Donc, il a l'obligation, le pharmacien, d'éduquer
le public à l'utilisation, mais aussi à la conservation des médicaments avec prudence. En effet, le Code de déontologie pharmaceutique donc, confirme cette obligation dans son article 34. Chaque fois qu'il est nécessaire, le pharmacien doit inciter ses clients à consulter un médecin. Ils doivent aussi, conformément à l'article 36, répondre avec prudence aux demandes faites par les malades ou par leurs préposés pour connaître la nature de la maladie traitée ou la valeur de moyens curatifs prescrits ou appliqués. Donc, prudence, conseil et bon usage des médicaments sont donc les rôles du pharmacien dans ce domaine. Également, je vous rappelle que la loi aussi 69-54 qui réglemente les substances vénéneuses, dans son article 12, elle interdit aux pharmaciens donc la délivrance sans médicaments, des médicaments sans ordonnance, du tableau A, B et C, et que cette infraction à l'article 12 peut être punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans ou d'une amende de 100 à 10 000 dinars d'amende. Je vous montre donc ces deux photos donc, d'un adulte, d'un ouvrier du bâtiment donc, qui a consulté un pharmacien pour fièvre, pour une toux et donc gêne respiratoire. Le pharmacien lui a donné un traitement antitussif, il lui a donné aussi un traitement antipyrétique et donc c'était le préparateur en pharmacie. 2 jours après, donc, cette personne a été retrouvée sur le chantier de travail, donc en état de mort subite. L'autopsie avait montré donc, une infection de tout un poumon avec un abcès énorme et donc une pleurésie purulente très évoluée. Donc c'était une mort atténuée un peu par cette automédication donc, proposée par le préparateur en pharmacie. Dernière situation, lorsque un autre professionnel de la santé est prescripteur, tel qu'un infirmier, un technicien supérieur de la santé. Là, il faut savoir que cet infirmier est un agent dans le processus, de macro-processus de médicaments, c'est un agent de soins, donc d'administration de médicaments et de surveillance. Et l'automédication, dans ce cas, elle est interdite et elle est qualifiée d'exercice illégal de la médecine. Et l'infirmier engage dans ce sens sa responsabilité pénale, mais aussi civile et disciplinaire. Voilà, donc nous avons vu les différents prescripteurs possibles et non prescripteurs, tels que le médecin en matière d'automédication. En conclusion, donc, l'automédication est une réalité sociale. Elle n'est pas sans risque pour la santé, et ça a été dit par le Dr Mohamed Braham, elle est dangereuse même. Il faut être prudent, que ce soit le médecin et le pharmacien. Il faut respecter les règles de prescription et de dispensation. Il faut respecter aussi les textes de loi et le code de déontologie. Il faut éduquer le consommateur, entre guillemets, l'utilisateur, c'est-à-dire les patients, par des informations pertinentes et des mises en garde répétées. Un médicament n'est pas une substance anodine et le recours à un médecin n'est pas aussi une formalité. Il faut bien sauvegarder les relations de confiance réciproques entre le patient, son médecin, mais aussi le pharmacien, toujours autour de ce médicament. Et en période de Covid, en aucun cas, vu le danger donc, en cette période, les personnes présentant des symptômes évocateurs de coronavirus ou suspects ou testés positivement ne doivent prendre des traitements en automédication. Je vous remercie. Merci, professeur Didier, pour cet intéressant exposé qui est très complet. Alors, nous avons beaucoup de questions qui sont en ligne, aussi bien surtout sur le site de Multiprod. Nous avons des questions qui s'intéressent à 3 aspects différents. Et je vais essayer de les résumer parce que ça va être une longue litanie si je vais tout reprendre. J'ai 6 questions différentes sur les nouvelles législations. Est-ce que l'ordonnance téléphonique peut-elle remplacer l'ordonnance réelle ? Qu'est-ce que c'est que l'ordonnance électronique et comment est-ce que ce texte de loi parle de quelque chose qui n'est pas défini ? Ça, c'est une autre question. Il faudra bien sûr légiférer par la suite par des arrêts. Est-ce que ce n'est pas une des solutions à l'automédication ? Et quelle est la portée juridique de tout ça ? La portée juridique, du moment où il n'y a pas de texte d'application qui définissent les conditions d'application de ce décret de loi ou les autres textes que vous avez cités, donc ça n'a pas de portée juridique. L'ordonnance faite par le médecin traitant reste toujours donc
sur le plan juridique le seul document. Donc l'ordonnance classique, c'est le seul document. Nous l'avons vu donc même dans une circulaire du ministre de la Santé de 2000. Donc c'est le document juridique en matière de prescription. La façon de prescrire à distance cette ordonnance électronique, bien sûr, le monde évolue et nous devons évoluer dans ce sens. Nous devons évoluer vers l'ordonnance électronique, mais avec des mesures strictes, donc de respect de données personnelles, mais aussi de sécurité, sécurité de ces ordonnances et de transmission de ces ordonnances. Mais actuellement, du moment où il n'y a pas d'arrêté d'application pour ce décret-loi, on ne peut pas l'appliquer. D'autant plus, c'est un décret-loi qui était fait pour le confinement absolu, le confinement total. Nous ne sommes pas dans une période de confinement total. Les consultations ont repris, les consultations à froid, bien sûr, ont repris. Donc, on ne peut pas l'appliquer du moment où il n'y a pas de texte d'application de ce décret. Donc, si je peux résumer, vous pouvez intervenir. Concernant la télémédecine, il n'y a pas de loi sur la télémédecine. Il y a uniquement un article qui a été ajouté à la loi de l'exercice de la médecine. Donc, il n'y a pas de texte d'application. On ne peut pas actuellement parler de pratique de télémédecine en Tunisie, ou de téléconsultation en Tunisie. Donc, si je résume la réponse, ça c'est la réponse à 6 questions reçues sur le site. J'ai essayé de les synthétiser. Donc, nous sommes aux prémices de l'apparition d'une nouvelle législation. C'est le prélude. Les nouvelles notions commencent à apparaître, télémédecine, téléconsultation, ordonnance à distance. Et probablement dans les 3 à 5 années prochaines, il va y avoir beaucoup d'évolutions juridiques sur ce sujet. Mais pour le moment, il n'y a pas encore c'est les bases, c'est les prémices. Il n'y a pas encore de texte de loi qui légifère et qui légalise tout ça. Mais c'est évolutif et dans 3 à 5 ans, la situation sera forcément différente. Cette épidémie de Covid au niveau mondial, elle a prouvé qu'il fallait trouver une nouvelle manière d'exercer la médecine. La médecine à distance, elle est là, c'est un besoin indispensable et fondamental de la population et c'est une solution à l'automédication. Alors j'ai plusieurs autres questions que je vais toujours essayer de résumer en une seule. Alors j'ai 5 ou 6 questions. Est-ce que l'automédication au temps du Covid aurait-elle sauvé des patients ? Ça, c'est un internaute qui nous a posé cette question sur le site. Une autre question, l'absence de médecins dans certaines régions force parfois les médecins à prescrire, surtout en cas de Covid, et ils ont la formation pour évaluer la situation et juger de l'opportunité de prescrire et de délivrer un médicament. Est-ce que, si je résume toutes ces questions, est-ce que dans cette situation exceptionnelle qu'est l'épidémie de Covid, est-ce que l'automédication aurait-elle eu un aspect bénéfique sur la population ? Et je vous pose à tous les deux la question. Quel est le rapport risque-bénéfice risque ? Quel est le rapport ? Il y a eu plusieurs mises en garde donc, émanant des instances scientifiques sur le danger de l'automédication. Il n'y a pas eu donc de mise en garde pour favoriser telle ou telle automédication. Même les médicaments qui sont testés par certains médecins, ces médecins qui l'avaient testé, comme l'hydroxychloroquine, donc ils avaient défini des conditions de prise de ces médicaments, à savoir, venez à l'hôpital, je vous teste et je vous surveille. Donc on ne peut pas tolérer quand même, quelles que soient les conditions, donc on ne peut pas tolérer l'accès facile à des médicaments pour traiter une maladie qu'on ne connaît pas comme il faut, qu'on ne connaît pas très bien. Pour l'absence de médecins dans certaines régions, donc une prescription médicale, donc c'est toujours une prescription médicale. C'est vrai, il n'y a pas de médecin, mais si ce malade a eu une prescription à distance, il y a eu même une circulaire, pas une circulaire, dans le plan riposte de notre ministère de la Santé face au Covid, ils ont donc, dans ce plan riposte, donc ils ont toléré en quelque sorte cette prescription téléphonique d'un médecin de certains médicaments pour les malades chroniques afin donc d'assurer la continuité de soins. Donc une prescription téléphonique, pas accès en période de confinement à des médecins et ça existe dans le plan riposte donc Covid de notre ministère de la Santé. Alors j'ai toujours, le site est en effervescence, j'ai beaucoup de questions. Alors la dernière question, une autre question, toujours sur ces ordonnances. Est-ce que, surtout en période de Covid, est-ce que les ordonnances post-datées sont légales ?
est-ce qu'un médecin qui délivre 3 ordonnances pour les 3 prochains mois qui soient post-datés, est-ce que c'est légal? Et là, je pose la question à notre président honoraire, le docteur Mohamed Brahim. C'est-à-dire, post-daté. Il donne 3 ordonnances pour les 3 prochains mois pour éviter que 3 ordonnances de 1 mois, des ordonnances post-datées pour le futur, Pour les maladies, pour éviter qu'ils se déplacent. pour les maladies chroniques, on peut prescrire durant 3 mois. Donc, c'est légal, on peut le faire. Mais donner un papier post-daté, on ne peut pas le faire. Une durée de 3 mois, d'accord. Plus de 3 mois, il faut le justifier. Par exemple, 6 mois, il faut le justifier. D'accord? Donc j'espère que ça a répondu à la question. Alors il y a beaucoup de questions, il y a 6 ou 7 questions qui parlent de la responsabilité des pharmaciens. Alors s'il y a un problème en cas d'automédication, s'il y a quelle est la responsabilité juridique, qui sanctionne, qui encadre, à qui aller se plaindre. Alors j'ai à peu près 5 ou 6 questions, j'ai essayé de les résumer. Donc en cas de problème, qui est responsable et qui gère et qui sanctionne pour l'automédication? On l'a développé, il y a plusieurs textes sur lesquels donc, on peut se baser. Sur le plan, si on souhaite une plainte pénale, porter une plainte pénale, il faut se diriger au tribunal et au procureur de la République, donc porter plainte auprès du ministère public, le procureur de la République. Là, on va appliquer la loi qui réglemente la profession pharmaceutique, mais aussi les articles 217-225 du Code pénal, mais aussi la loi 91-21 qui réglemente l'exercice de la médecine. Si on souhaite donc une poursuite disciplinaire, on s'adresse directement au Conseil national de l'ordre donc de pharmacie et de pharmaciens. Le conseil régional bien sûr, donc on porte plainte auprès des conseils régionaux de pharmaciens donc pour donc ouvrir une enquête disciplinaire. Et s'il y a un dommage donc ou une complication de cette médication officinale ou qu'on souhaite être indemnisé, on a le choix d'aller vers le pénal puis vers le civil ou directement d'aller vers le pénal, c'est-à-dire aller vers le civil, aller au tribunal et porter une plainte donc civile pour dédommagement. Donc là, je pense qu'on a répondu aux 6 questions en gros. Donc, en perspective d'avenir, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour diminuer ce fléau d'automédication, des campagnes de sensibilisation publique Qu'est-ce que vous en pensez? Surtout par rapport aux recommandations de la dernière journée qu'on avait fait sur l'automédication il y a 4 ans. Des spots publicitaires, c'est marrant. Quelle stratégie? Il faut informer la population d'une façon générale des dangers de l'automédication. Il faut aussi légiférer la liste des produits que peuvent délivrer les pharmaciens sous forme de conseil, parce qu'on n'a pas de liste actuellement, je crois. Donc il faut aussi, pas limiter, mais disons interdire la livraison d'antibiotiques, parce que vous connaissez le problème des antibiotiques et de la résistance. Vous avez vu, 50% des antibiotiques sont livrés par automédication en ville. Donc en gros, c'est ça. Je souhaite ajouter, donc, pour limiter un peu le danger de cette automédication, il faut bien l'encadrer. Les textes réglementaires existent, donc il faut seulement les appliquer d'une part, mais d'autre part, il faut insister sur le rôle donc, éducatif. Il faut aviser nos malades, donc il faut accompagner les citoyens sur le danger de cette automédication non éclairée. Et deuxièmement, comme a dit C. Mohamed, donc il faut établir cette liste de médicaments qui peuvent être soumis à l'automédication. Et qui va établir? Donc c'est les médecins. Ce ne sont pas les pharmaciens ni le ministère de la Santé. C'est l'ordre de médecins qui, c'est à l'ordre d'établir une liste limitée donc, de médicaments qui peuvent être donc, soumis à l'automédication. Alors, j'ai une question du docteur Belhaj Rhouma qui nous demande quand est-ce que va-t-on appliquer la circulaire interdisant la vente libre des antibiotiques?
Est-ce que vous êtes au courant de cette circulaire? Non, mais je suis au courant que le plan donc, de lutte contre de lutte contre la résistance bactérienne donc, comporte un chapitre énorme sur la lutte contre l'automédication d'antibiotiques. Là, je suis au courant. Mais une circulaire qui va contre-indiquer, je ne suis pas au courant, franchement, je ne suis pas au courant. Ça peut exister, mais si elle est là, si elle est destinée aux pharmacies donc, d'officine, donc il faut la respecter si elle existe. Je ne suis pas au courant de cette circulaire. On n'a pas besoin de circulaire. Elle est claire. La loi, elle est claire, bien sûr. Tableau La A. loi, elle est claire Voilà. pour les médicaments. Tableau A aussi, donc ils sont Du moment où interdits, cette les médication médicaments. officinale, c'est-à-dire indiquée et prescrite par un pharmacien, elle est contre-indiquée et elle est même contre-indiquée par la législation qui réglemente et le code de déontologie des pharmaciens, mais aussi et la profession des pharmaciens. Donc. La circulaire, c'est un rappel de la législation, tout simplement. C'est un rappel. Donc la circulaire n'a pas vocation à légiférer. La circulaire peut être un rappel de la loi, un rappel et une demande de l'application de la loi. Et donc cette circulaire... Enfin, plusieurs circulaires dans ce cadre. On rappelle toujours les textes par des circulaires. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc, est-ce qu'il y a d'autres... Alors, pour la régie, est-ce qu'il y a des questions encore à laquelle on n'aurait pas répondu? C'est bon? Je pense qu'il y a juste une question sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens, où il y aurait une double... certains ANS, donc c'est un peu détaillé comme question, certains anti-inflammatoires non stéroïdiens sont disponibles en dose, à petite dose sans ordonnance et à forte dose sur ordonnance. Moi, je pense... quelque part, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, de toute façon, il ne faut pas les prendre sauf sur ordonnance, parce que, surtout en période de Covid, parce qu'ils favorisent l'apparition de formes graves de la maladie, et les prendre sans ordonnance, on s'expose à un risque. Alors, il n'y a plus de questions, c'est bon? C'est fini? Une question? Alors, une question, quelle est cette question? Et donc, le rôle du CROM. Alors, quel est le rôle du Conseil de l'ordre sur l'automédication? Le rôle du CROM, c'est expliquer, rappeler, définir, faire de la communication au grand public, faire de la communication aux pharmaciens, faire de la communication aux patients et aux médecins, pour essayer de limiter les dégâts au moins de l'automédication, pour dire que l'automédication, ça peut être dangereux, que pour dire l'automédication, ça peut exposer à des décompensations de pathologies, à des pathologies graves. Et puis aussi, peut-être le rôle du CROM aussi, c'est de rappeler que la solution de l'automédication, du problème d'automédication, c'est la collaboration. C'est la collaboration entre le médecin et le pharmacien. Nous sommes une équipe, des partenaires, nous travaillons ensemble. Et un pharmacien qui veut gagner la confiance des médecins, qui veut travailler en équipe, c'est une relation de confiance réciproque. Le pharmacien peut prendre le téléphone et appeler le médecin et vice-versa. Et ce n'est que pour la collaboration entre nos deux professions que nous arriverons à limiter le flux de l'automédication, qui est nuisible pour le pharmacien aussi. Parce que le jour où il aura des problèmes, le jour où il aura des répercussions médico-légales, là, ça peut être nuisible pour le pharmacien. Et donc, le rôle du CROM est aussi d'encourager, de promouvoir la collaboration entre les médecins et les pharmaciens, qui est la clé du combat contre l'automédication. Alors, est-ce qu'il y a d'autres... du CROM et du CNOM, quand on dit Conseil de l'ordre, l'ordre des médecins, il englobe des instances nationales et des instances régionales. C'est la même chose. Du point de vue de la loi, l'ordre des médecins est un et indivisible. Voilà. Donc, je pense qu'on peut conclure ce webinaire. Et je vous remercie pour votre participation. Merci beaucoup.